Avocat, avez-vous quelque chose? Non, voilà. Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine? Demanda le président. J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me... Non, j'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta collée à mon palais. Le défenseur se leva. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'elle provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers les 1000 émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit, plutôt 100 fois la mort. Mais la laine me manqua. Je ne pus que l'arrêter rudement par le bras en criant avec une force convulsive « Non !» Le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction stupide. Puis les jurés, puis les juges sortirent, puis ils rentrèrent et le président me lut son arrêt. « Condamné à mort, dit la foule, et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution venait de se faire en moi jusqu'à l'arrêt de mort. Je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. Maintenant, je distinguais clairement comme une clôture entre le monde et moi. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau soleil, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage, je leur trouvais des airs de fantômes. Au bas de l'escalier, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardais au hasard dans la place. « Un condamné à mort !» criaient les passants en courant vers la voiture. À travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguais 2 jeunes filles qui me suivaient avec des yeux avides. « Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans 6 semaines. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une si longue vie, combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève, combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre et le pain noir du cachot, la portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé, moi, qui suis raffiné par l'éducation, être brutalisé par des guichetiers, des gardes-chiourmes, ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je la rende, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera, voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ah, n'importe, c'est horrible. La voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre.
Vu de loin, cet édifice a quelque majesté. Il se déroule à l'horizon au front d'une colline et à distance garde quelque chose de son ancienne splendeur, un air de château de roi. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient masure. Les pignons dégradés blessent l'œil, je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades. On dirait que les murs ont une lèpre. Plus de vitres, plus de glace aux fenêtres, mais de massifs barreaux de fer entrecroisés auxquels se colle çà et là quelque hâve figure d'un galérien ou d'un fou. C'est la vie vue de près. À peine arrivé, des mains de fer s'emparèrent de moi. On multiplia les précautions, point de couteau, point de fourchette pour mes repas, la camisole de force, une espèce de sac de toile à voilure emprisonna mes bras. On répondait de ma vie. Je m'étais pourvu en cassation. On pouvait avoir pour 6 ou 7 semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver sain et sauf à la place de grève. Les premiers jours, on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier sentent l'échafaud. Par bonheur, au bout de quelques jours, l'habitude reprit le dessus. Ils me confondirent avec les autres prisonniers dans une commune banalité et n'eurent plus de ces distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce ne fut pas la seule amélioration. Ma jeunesse, ma docilité, les soins de l'aumônier de la prison et surtout quelques mots en latin que j'adressais au concierge, qui ne les comprit pas, m'ouvrirent la promenade une fois par semaine avec les autres détenus et firent disparaître la camisole où j'étais paralysé. Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes et une lampe de nuit. Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus, il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me comptent leur tour. Ce serait à faire horreur, mais je sais qu'ils se vantent, ils m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme ils disent. C'est toute une langue hantée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue. Quelquefois, une énergie singulière, un pittoresque effrayant. Il y a du résiné sur le trimar. Il y a du sang sur le chemin. Épouser la veuve, être pendu. Comme si la corde du gibet était veuve de tous les pendus. La tête d'un voleur a 2 noms. La Sorbonne, quand elle médite, raisonne et conseille le crime. La tronche, quand le bourreau la coupe. Quelquefois, de l'esprit de vaudeville, un cachemire d'osier, une hotte de chiffonnier, la menteuse, la langue. Et puis, partout, à chaque instant, des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus on ne sait d'où. Le tôle, le bro, la cône, la mort, la placarde, la place des exécutions. On dirait des crapauds et des araignées. Quand on entend parler cette langue, cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux, d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. Du moins, ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas, causent et rient et parlent de moi devant moi, comme d'une chose. Je me suis dit, puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Mais quoi écrire? Pris entre 4 murailles de pierre, nue et froide, sans liberté pour mes pas, sans horizon pour mes yeux, pour unique distraction, machinalement occupé tout le jour à suivre la marche lente de ce carré blanchâtre que le Judas de ma porte découpe vis-à-vis sur le mur sombre. Et
comme je me le disais tout à l'heure, seul à seul avec une idée de crime et de châtiment, de meurtre et de mort. Est-ce que je ne puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans ce monde? Et que trouverais-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit? Mais pourquoi non? Si tout autour de moi est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie? Cette idée fixe qui me possède ne présente-t-elle pas à moi, à chaque heure, à chaque instant, sous une nouvelle forme toujours plus hideuse et plus ensanglantée à mesure que le terme approche? Pourquoi n'essayerais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j'éprouve de violent et d'inconnu dans la situation abandonnée où me voilà? Certes, la matière est riche, et si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront de cette heure à la dernière, de quoi user cette plume et tarir cet encrier d'ailleurs. Ces angoisses, le seul moyen d'en moins souffrir, c'est de les observer et les peindre. Oui, les peindre m'en distraira. Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile, le journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer cette histoire, nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations. Ne portera-t-elle point avec elle un grand et profond enseignement? N'y aura-t-il pas, dans ce procès verbal de la pensée agonisante, dans cette progression toujours croissante de douleur, dans cette espèce d'autopsie intellectuelle d'un condamné, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère quand il s'agira quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d'homme, dans ce qu'ils appellent la balance de la justice? Peut-être n'ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que renferme la formule expéditive d'un arrêt de mort? Se sont-ils seulement jamais arrêtés à cette idée poignante que dans l'homme qu'ils retranchent, il y a une intelligence qui avait compté sur la vie, une âme qui ne s'est point disposée pour la mort? Non, ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire et pensent sans doute que pour le condamner, il n'y a rien avant, rien après. Ces feuilles les détromperont. Publiées peut-être un jour, elles arrêteront quelques moments leur esprit sur les souffrances de l'esprit, car ce sont celles-là qu'ils ne soupçonnent pas. Ils sont triomphants de pouvoir, tués, sans presque faire souffrir le corps. Et c'est bien de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce que la douleur physique près de la douleur morale? Horreur, horreur, horreur et pitié, des lois faites ainsi, un jour viendra. Et peut-être ces mémoires, derniers confidents d'un misérable, y auront-ils contribué? À moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ses morceaux de papier souillés de boue et qu'il n'aille pourrir à la pluie, collés en étoile à la vitre cassée d'un guichetier.